paysan a de moins en moins la capacité de pouvoir faire ses propres choix. Et comme il est dans un modèle économique où il ne décide pas, par exemple, du prix où il vend ses produits, ni aussi où il achète ses intrants pour produire, le paysan se retrouve uniquement à fournir sa main-d'œuvre et éventuellement à investir, mais jamais dans un intérêt de la collectivité. Et c'est ça, c'est le processus qui est à l'œuvre actuellement. Donc la réappropriation des savoirs paysans, c'est pas simplement individuel, mais c'est aussi collectif par rapport à l'avenir et à la place de l'agriculture dans la communauté. À travers la planète, il y a beaucoup d'exemples. Ça commence par les semences avec les banques, d'échange de semences entre agriculteurs, de conservation des espèces diversifiées, des modes de production, comment on peut produire dans telles conditions et telle autre. Donc c'est l'échange des savoirs. C'est fondamentalement la base. Ensuite, sur les modes de production, aujourd'hui, la production doit être partagée. Les débats sur les façons de produire doivent être partagés. Le débat sur le sol. Aujourd'hui, par exemple, on se rend compte qu'au niveau de la recherche, il y a de moins en moins de chercheurs, et à l'INRA, il n'y en a plus, qui travaillent sur le sol. C'est une situation complètement incroyable. Donc c'est la réappropriation de l'ensemble de la chaîne qui doit se mettre en œuvre et de l'interconnexion. Ce qui ne veut pas dire que le paysan aujourd'hui, le paysan d'il y a 100 ans ou 150 ans faisait souvent les choses de manière empirique. Aujourd'hui, on a aussi des outils scientifiques qui permettent de comprendre l'interaction de la biodiversité. Quand on parle par exemple d'agroforesterie, c'est quelque chose qui est aujourd'hui intéressant parce que ça a pu démontrer de manière scientifique comment le fait de mettre des arbres au milieu des cultures permet que les arbres aillent chercher beaucoup plus au fond et la connexion entre les arbres et les plantes de surface font que ça pousse mieux. Aujourd'hui, on est capable d'analyser des modes de production très spécifiques qui avaient lieu dans certaines régions. Je pense par exemple au Mexique, où traditionnellement, on plante le maïs et les haricots ensemble. Le haricot grimpe autour, mais le haricot capte l'azote de l'air et donc apporte de l'alimentation au maïs. Tout ça, ce sont des savoirs traditionnels. On trouve ça au Japon, on trouve ça dans beaucoup de cultures où on a eu ces interconnexions. Actuellement, on est en train de mettre en place, on va voter au Parlement européen un nouveau texte sur l'agriculture biologique. Dans ce texte, il y a une des réflexions qui est la taille des ateliers. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des surfaces exponentielles en agriculture biologique avec une main-d'œuvre réduite et remplacer? Donc voilà, est-ce que ça c'est compatible ou pas? On est de plus en plus à dire, avec les agricultures biologiques, qu'il faut qu'on ait des tailles d'ateliers qui soient en cohérence avec ce qu'on produit, pour pouvoir à la fois maîtriser les déjections, ce dont on a besoin pour nourrir les plantes, etc. Donc il y a tout un travail qui se fait là-dessus. Donc le modèle, aujourd'hui, nécessite d'être continué à être construit. Aujourd'hui, on n'est qu'au tout début de l'agriculture biologique. Mais c'est vrai qu'il y a des intérêts économiques qui aimeraient capter ça parce que c'est le business.